Comment concilier innovation technologique et confiance des utilisateurs? 120 secondes vous présente FacTech, le podcast de Fabien Hofrechter, avec le soutien de Capital, qui s'intéresse aux grands enjeux technologiques de demain. Tous les mois, un nouvel invité apporte un éclairage économique, éthique, social ou philosophique aux questions tech. À l'occasion d'un partenariat avec Mastercard, le podcast donne ce mois-ci la parole à sa directrice générale, Barbara Sessa. Écoutez tout de suite son point de vue. Bonne écoute. FacTech, c'est le nouveau podcast qui parle de technologie et d'innovation. Tous les mois, une grande interview technologique pour aborder les enjeux de la tech et de l'innovation à travers les prismes politiques, géopolitiques, philosophiques et éthiques. Je suis Fabien Hofrechter, VP Innovation et Stratégie de Vivendi, et je vous remercie d'écouter FacTech, le podcast réalisé avec le soutien du magazine Capital. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, chaque jour, souvent sans même y penser, le paiement. Un geste devenu presque invisible, mais qui n'a jamais été autant stratégique qu'aujourd'hui. Derrière chaque transaction, il y a une question essentielle, la confiance. Confiance dans le système, dans la technologie, dans la protection de nos données, dans la souveraineté de nos outils, et bien sûr, confiance dans le fait que notre identité et notre argent sont en sécurité dans un monde toujours plus vulnérable aux cyberattaques. Mastercard existe depuis plus de 60 ans et s'est imposé comme l'un des acteurs mondiaux du paiement. Mais au-delà de la carte que nous avons tous dans notre portefeuille, c'est aujourd'hui une véritable entreprise technologique au cœur des transformations qui redessinent nos vies numériques. Intelligence artificielle, biométrie, open banking, monnaie numérique ou identité digitale. Comment le paiement s'est-il transformé d'une simple infrastructure à un pilier de notre souveraineté économique et numérique? Comment bâtir et préserver la confiance dans un monde numérique qui semble toujours plus fragile? Et comment une entreprise comme Mastercard peut-elle contribuer à sécuriser l'avenir tout en innovant à la vitesse des nouvelles technologies? Pour répondre à ces questions, j'ai donc le plaisir de vous recevoir, Barbara Sessa. Vous êtes la directrice générale France de Mastercard et vous allez nous aider à comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain dans un univers où plus que jamais la confiance est donc clé. Mais je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec une première question toute simple. Est-ce que pour commencer, vous pourriez simplement vous présenter peut-être et puis nous présenter Mastercard? Avec grand plaisir. Je suis Barbara Sessa, directrice générale de Mastercard de France. Je suis chez Mastercard depuis 18 ans, donc une longue carrière, différents jobs, différents métiers au sein d'une entreprise qui, comme vous l'avez bien dit, a beaucoup évolué dans le temps et c'est une entreprise technologique qui opère dans plus de 200 pays, 210 en particulier, et donc qui est cet acteur de confiance dans un monde numérique et qui a transformé vraiment le paiement dans une véritable expérience. Donc, ce que je peux vous dire, c'est exactement ça. C'est une société de technologie et c'est comme ça qu'il faut bien penser à nous. Alors justement, on est ici sur FacTech, on va parler notamment innovation et je me demandais, c'est quoi, vous, votre définition, votre interprétation de l'innovation pour Mastercard? L'innovation est un facteur de croissance et de transformation sociétale et technologique. Mais si vous voulez, pour moi, l'innovation, c'est une idée qui devient utile au quotidien. Et je fais un exemple simple dans le paiement. Si vous pensez au sans contact, à l'époque où était lancé, on avait des doutes sous cette technologie, on avait des doutes sous cette innovation. Est-ce que elle va être utilisée? Est-ce qu'elle va être adoptée? Et après Covid, on se pose plus la question parce que presque 85-88% des transactions sont en sans contact. Voilà une des transformations dans le secteur des paiements qui était vraiment un pont, un moment de passage en fait. Et c'est exactement ça l'innovation. C'est quelque chose qui va changer la vie au quotidien. Alors justement, Mastercard, vous avez plus de 60 ans. On vous connaît d'abord pour la carte. Mais justement, comment ça s'est passé cette transition entre un acteur assimilé à une carte à un acteur qui devient un acteur de la transformation digitale, de la transformation tout court finalement? C'est une très belle question parce que c'est un process qui était un long process. On était, c'est vrai, au tout début, un réseau des paiements. Donc notre métier, c'était faire en mesure que cet argent allait bien dans les mains du consommateur, au marchand, au travers des deux banques. Donc ce modèle à quatre coins fameux, c'était le modèle d'un réseau de paiement. À fur et à mesure qu'on a beaucoup investi dans l'innovation, dans la recherche, dans l'infrastructure digitale, on s'est transformé en véritable sujet en fait de l'innovation et une véritable entreprise technologique. Donc nous offrons beaucoup plus
en fait, qui est les rail cartes déjà. Et nous sommes allés sur un mot qui est très important. Nous avons 2 mantras chez nous. La confiance, parce que chaque fois que vous regardez, que vous avez dans les mains un moyen de paiement avec notre brand, en tant que consommateur, vous êtes sûr que cet argent-là va exactement où doit aller. En tant que marchand, vous êtes sûr de recevoir cet argent. Donc la confiance. Vous avez initialement parlé beaucoup de confiance. C'est une chose très importante. Et le deuxième mot qu'il faut se rappeler quand vous pensez à Mastercard, c'est choix. Nous voulons être là où le consommateur est, là où l'entreprise est, elle a besoin d'y être. Et donc, au-delà du paiement par carte, on a développé des autres rails de paiement et des services à valeur ajoutée. Donc, on a investi sur la cybersécurité, pour la fraude, sur l'intelligence artificielle. On a, juste pour vous donner une idée, et donner aussi une idée à nos auditeurs, on a investi plus d'1,5 milliard à la recherche et développement. C'est quelque chose de très important et c'est important de comprendre parce que pour permettre à cet écosystème d'être toujours à la pointe, il faut investir. Et c'est notre objectif. Alors justement, vous parliez de la carte, vous parliez du sans contact et c'est vrai que le paiement aujourd'hui est quelque chose qui est devenu presque invisible. Mais comment vous, chez Mastercard, vous arrivez justement de partir du paiement pour apporter quelque chose qui est vraiment de la valeur au-delà de toutes les commodités? Le paiement est invisible, mais pas pour cela, pas crucial, pas important. C'est une expérience. En fait, le paiement est passé d'être une commodité. J'approche ma carte à un terminal, cette carte, elle va marcher. J'ai fait tout mon paiement à une expérience. Donc, ça a complètement changé le paradigme. Et c'est sous là que nous avons investi. Et quand je parle d'expérience, l'expérience enrichie de la personnalisation. Aujourd'hui, pour marcher, pour qu'une offre puisse être intéressante pour vous en tant que consommateur, cette offre doit être ciblée, n'est-ce pas? Si vous êtes un amateur de foot ou de rugby, mais que je vous propose de faire du cheval, probablement, en tant que marchand, je n'ai pas de succès pour vous vendre quelque chose. Donc, nous, on est arrivé avec des données pour personnaliser les offres. Et donc, c'est pour cela, voilà, qu'on a transformé et on a vraiment véritablement investi sur l'expérience de paiement. Si c'est invisible, parce que vous payez par exemple aujourd'hui via votre mobile, mais en même temps, vous avez des programmes de fidélité de plus en plus avancés, des offres de plus en plus personnalisées, des données que nous mettons à disposition qui sont utilisées pour enrichir votre expérience. Alors justement, on va essayer de rendre visible l'invisible en soulevant un petit peu le capot, mais puisque vous avez parlé d'expérience, ma question suivante serait surtout sur comment vous vous projetez sur les expériences futures du paiement, je sais pas, sur les 10 prochaines années par exemple. Alors, c'est une très belle question parce qu'à la fois c'est intéressant comme exercice et à la fois très difficile parce que ça suffit d'une crise ou d'un événement externe que ça bouleverse la priorité des innovations, mais nous avons vraiment et véritablement beaucoup investi aujourd'hui sur la tokenisation, donc sur la sécurisation, parce que nous pensons vraiment que ce paiement-là est une expérience qui doit être fluide, immédiate et sécure. Donc la sécurité est au centre de toutes nos attentions. Et donc, nous avons investi sous la tokenisation, donc le paiement par jeton unique, en fait, qui va remplacer le numéro de la carte par un jeton unique. Et nous avons annoncé il y a quelques temps déjà pour l'Europe une ambition très forte de tokeniser le 100% des transactions. Nous avons aussi beaucoup investi sous Click to Pay. Donc, les guest checkout, en fait, quand vous faites un achat en ligne, vous n'êtes plus obligé à avoir un parcours un peu difficile en mettant le numéro de la carte, mais vous êtes en fait amené à avoir une expérience plus fluide. Nous avons investi aussi sur tout ce qui est biométrie, passkey, donc la reconnaissance via la biométrie, et c'est en fait la façon la plus sécurisée aujourd'hui de faire de l'authentification. Donc tout cela, ça nous aide, en fait c'est nos actions. C'est comme nous voyons la transformation du paiement. Mais une chose est sûre, le paiement restera central. Et là, on parle du consommateur. Mais pensez à ce qui arrive dans le monde du B2B. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de paiements sont faits encore par chèque. Tous ces paiements-là, en fait, seront faits par le rail carte ou par des autres moyens de paiement digitaux. Donc, cette transformation-là, pensez aussi pour les petites et moyennes entreprises, sur lesquelles nous investissons beaucoup, à l'invoice électronique. Tout ça, ça va changer aussi et ça va être encore source d'innovation pour ce qui concerne le paiement.
J'étais très intéressé sur ce que vous disiez sur la sécurité. D'ailleurs, Mastercard, souvent, vous parlez de réinstaurer la confiance dans un monde vulnérable. Comment vous voyez justement ces enjeux de cybersécurité de manière peut-être un petit peu plus creusée? Alors, c'est quelque chose sur lequel, encore une fois, quand je vous parle d'investissement sur les services à valeur ajoutée, on a beaucoup investi sur la cybersécurité. On vient d'acheter une société comme Recorded Future. C'est en fait spécialisé dans la cyber et dans l'anticipation aussi de la threat intelligence. Donc, et c'est quelque chose auquel nous accordons beaucoup d'attention et d'intérêt, parce qu'encore une fois, dans un monde ouvert, dans une économie digitale ouverte, les attaques arrivent partout. Et donc, nous pensons que c'est notre rôle de protéger nos partenaires, qu'elles soient des institutions financières, qu'elles soient des gouvernements, au travers de ces services-là, sous lesquels, encore une fois, nous avons des compétences qui sont spécifiques, mais qui, oui, bien sûr, nous avons fait l'acquisition de Recorded Future. Oui, bien sûr, nous avons ces services à valeur ajoutée, mais c'est des expertises qui sont chez Mastercard depuis des décennies, parce que pensez à tout le travail qui a été fait sous la fraude, sous les cartes. On parle aujourd'hui des artificial intelligence, intelligence artificielle, mais ça fait des décennies que nous on l'utilise sous notre réseau pour anticiper et prévenir la fraude sous les cartes. Mais c'est clair que si vous pensez à la cybersécurité, aujourd'hui, les hackers sont de plus en plus smart. Ils vont utiliser aussi ces technologies qui nous servent pour nous défendre, voire l'intelligence artificielle pour nous attaquer. On est d'accord? Parce que de plus en plus, les scams sont faits aussi grâce au support de l'intelligence artificielle. Donc, tout cela, nous investissons beaucoup parce que cette confiance-là, c'est quelque chose de très important, mais c'est très fragile. Et en fait, il faut la protéger, il faut la cultiver, et il faut que ça devienne quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, si vous montez sur un avion, vous vous posez pas la question si le pilote a bien eu son diplôme, si les pièces de l'avion ont été bien montées par un ingénieur. On est d'accord, parce qu'on se posait ça, on monterait plus dans un avion et on voyagerait plus. Et ben, cette confiance-là, c'est une confiance que nous allons répliquer dans le monde des paiements. Vous parliez justement d'intelligence artificielle, on y viendra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de l'identité, et puis cumulé avec l'IA, et donc notamment des deepfakes, pour utiliser des grands mots, est un sujet qui inquiète d'une certaine manière. Vous l'avez dit, c'est des sujets que vous traitez en fait depuis des années, avant même qu'on utilise ces buzzwords, comme on dit. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous faites sur ces sujets-là? Et comme je vous disais, on a investi soit dans l'acquisition des nouvelles sociétés qui sont en pointe de la technologie, soit dans de nouveaux produits qui vont en fait aider nos partenaires à se protéger contre toutes ces attaques-là. C'est une question, encore une fois, d'investissement. Et c'est une question aussi de connaissance de ces produits-là qu'on va mettre à disposition et des cas d'usage. Parce qu'après, si je vous nomme tous les produits qu'on a, c'est ça peut-être intéressant et peut-être pas, parce que je vous fais une liste des produits. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces produits-là? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les mains d'un CEO d'une entreprise ou dans le responsable d'une petite et moyenne entreprise? On va mettre dans les mains des produits, des outils qui vont permettre de protéger son identité, de protéger l'identité de ses employés pour permettre en fait de se défendre au mieux et de mettre ces fameuses barrières qui sont toujours plus hauts, même du barbelé à la fin de la barrière, pour se protéger contre les attaques des hackers. J'aime beaucoup, si je devais résumer, je dirais pas juste la technologie, mais la technologie juste pour répondre aux vrais besoins. Juste peut-être par contre, sur une de ces technologies qui fait beaucoup parler, celle par exemple de la biométrie. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce qu'on doit s'inquiéter lorsqu'on est un client ou lorsqu'on est citoyen finalement? Ou au contraire, est-ce que c'est un sujet que vous avez essayé de prendre entre guillemets entre vos mains pour vous en emparer et essayer justement de tisser la confiance, y compris jusqu'à ces technologies finalement de pointe? Nous avons beaucoup aussi investi sous la biométrie, et d'ailleurs, quand je vous ai parlé auparavant de Click to Pay, l'évolution, le step après, c'est Passkey. Donc l'identification via la biométrie, parce que c'est la façon la plus sûre de s'identifier, avec une identifiant qui est unique, qui est en fait unique à chaque utilisateur. Et est-ce que je peux me permettre de faire un simple exemple aujourd'hui? La peur que nous avons vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, je vous parle de paiement par mobile, et vous savez que je pense 2 transactions sur 4 en Europe sont faites avec Apple Pay. Qu'est-ce que vous utilisez quand vous utilisez Apple Pay? Vous utilisez la biométrie. Et là, vous faites confiance. Ça sera la même chose, en fait. Et bien sûr que chaque nouvelle technologie
porter sur le marché crée ce niveau de méfiance initiale. Pourquoi je vais l'utiliser? Et donc l'important, c'est clarifier les cas d'usage, être éthique dans l'utilisation de la technologie. Ça sera la même chose pour la biométrie, pour l'intelligence artificielle. Donc respecter les règles, protéger les données. Ça, pour nous, c'est la base de chaque chose qu'on met en place, n'importe sous quelle technologie on va en fait travailler. C'est quand la technologie, en fin de compte, disparaît devant l'usage, le tout bien encadré. Exactement. En fait, la technologie comme l'innovation sont rien s'ils ne vont pas résoudre un cas d'usage et sont rien sans l'éthique. Ça, c'est très important. Et sur ça, j'insiste beaucoup parce que nous avons des comités éthiques chez Mastercard qui font travailler aussi sur la technologie. Et ça, peut-être, c'est quelque chose à rappeler à notre auditeur. C'est pour ça autant d'investissements, c'est pour ça autant d'attention sur ces sujets-là. La technologie en elle-même sert à rien. Qui veut parler des technologies? Et d'ailleurs, nous, quand nous rencontrons un client, nous évitons de parler des technologies. C'est pour ça que je ne veux pas vous nommer les produits, mais on va parler plutôt de cas d'usage. C'est quoi ton problème aujourd'hui et comment je peux l'adresser? Justement, vous avez parlé des clients, vous avez parlé des partenaires, vous avez parlé finalement de votre écosystème vis-à-vis duquel vous cherchez à vous positionner et à répondre avec les meilleures solutions. Si on prend des cas plus précis, par exemple les fintechs françaises, aujourd'hui vous les verriez comme des partenaires, comme des concurrents, comme des coopétiteurs, comme finalement des incubateurs. Comment vous vous positionnez dans votre écosystème, notamment vis-à-vis de ces fintechs? Sont définitivement des partenaires. Nous avons fait le pari il y a beaucoup d'années d'investir beaucoup dans ces fintechs qui allaient révolutionner la façon de faire de la finance, allaient créer des expériences porteurs beaucoup plus faciles, plus fluides, immédiates. Et donc, nous avons travaillé avec des fintechs sur le marché français depuis le début. Nous avons, sans les nommer, les Nickel, les Conto, les Gringot, donc tous ces nouveaux acteurs, et nous sommes des véritables partenaires. Et nous souhaitons les accompagner, pas seulement sur le français, donc à faire du business en France, mais véritablement à faire du scale de leur business. C'est ça notre rôle aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis avec beaucoup de fierté, et on les remercie aussi beaucoup pour la confiance qu'ils nous ont donnée depuis le début. Et en fait, nous sommes des partenaires de tous ces acteurs innovants sur le marché. Vous avez aussi beaucoup parlé d'investissement. Comment vous investissez sur ces partenaires? Comment vous pariez d'une certaine manière sur eux? Comment vous créez cette relation de confiance avec ces partenaires? C'est en fait toute une question de déjà comprendre c'est quoi leur business case, c'est quoi leur objectif, c'est quoi les outils que nous avons pour mettre à disposition de ces partenaires-là, et c'est après une relation commerciale. Vous savez, c'est vraiment un accompagnement qui se construit au jour par jour. Aujourd'hui, nous accompagnons ces acteurs-là depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans. Il est clair que la relation est plus mûre aujourd'hui et que tout début demande des échanges continus. Nous avons des personnes, des account managers, des sales managers qui sont mis à disposition de ces partenaires-là, qui vont discuter, qui vont comprendre. Encore une fois, c'est toute une question de besoin. Quel est ton besoin? Comment je peux t'accompagner au mieux? Est-ce que le besoin, c'est sur un produit? Est-ce que c'est le besoin sur un service? Et après, Mastercard arrive en force avec ses ressources, ses compétences. Et je dirais qu'un autre aspect que j'aime souligner, c'est la force aussi de l'humain. En fait, pour moi, il n'y a qu'une business qui est fait par la technologie elle-même. Je pense que beaucoup de technologies sont des MeToo. La différence est vraiment dans la relation humaine. Quand je dis ça, je ne parle pas des relations d'amitié, mais des relations de confiance, encore une fois. Tu sais que tu peux compter sur moi en tant que partenaire, dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Et c'est exactement ça la relation que nous avons construite en France aujourd'hui depuis 60 ans avec tous les partenaires. Vous avez cité les fintechs, mais je veux citer aussi les banques traditionnelles avec lesquelles nous avons des relations depuis des années, qui sont des partenaires de confiance, avec lesquels on applique la même méthode. On est là pour eux, pour développer leur business. Et par exemple, vous avez cité les banques, est-ce qu'on pourrait tirer le fil sur les géants du numérique, par exemple? Quand vous parlez des géants du numérique, vous entendez les petites et moyennes entreprises ou les gouvernements? Oui, ou même peut-être ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, bien Apple. Sûr, on travaille avec eux. Vous êtes partenaire de tout l'écosystème? Absolument, nous travaillons avec eux. D'ailleurs, quand vous dites je paye avec Apple Pay, vous ne payez pas avec Apple Pay, vous payez avec Apple Pay avec une carte qui est dans le wallet.
Donc, on a bien sûr des relations avec eux, des relations commerciales, des relations de développement, des idées aussi de créer des produits ensemble. Et ces acteurs-là, ils ont tout en fait leur place, et ils ont aussi été les acteurs de beaucoup de changements. Et souvent, c'est eux qui vont tirer les technologies à défaut d'être celles de demain, du moins celles dont on va parler aujourd'hui. Qu'on parle d'une certaine manière de biométrie, comme on le faisait, d'IA, de crypto, de blockchain ou même de stablecoin. Toutes ces technologies émergentes qui vont d'une certaine manière peut-être structurer l'avenir de votre secteur. C'est quoi pour vous votre regard sur ces technologies émergentes ? C'est un regard intéressant. C'est-à-dire que tous ces technologies-là, il faut les regarder, les connaître, parce que vous avez parlé de désintermédiation, ça c'est un risque, toujours, avec les nouvelles technologies. Et en fait, c'est comment même les stablecoins peuvent désintermédier beaucoup le rôle de certains de nos partenaires. Donc, notre rôle, c'est toujours défendre les partenaires existants, et donc trouver, encore une fois, des cas d'usage pour lesquels on peut travailler ensemble. Notre objectif, c'est de désintermédier personne dans l'écosystème. Encore une fois, revenons aux racines de ce que nous sommes. Nous sommes un réseau. Un réseau, qu'est-ce que fait un réseau ? Mais en relation. Il crée des liens. Nous ne voulons pas détruire ces liens-là. Donc la désintermédiation, c'est pas notre objectif. Les nouvelles technologies sont toujours utiles, mais sont utiles pour créer encore plus de business avec nos partenaires. Et quand je parle de partenaires, je le dis bien, sont les institutions financières, sont les marchands, sont les acteurs du gouvernement, donc les acteurs publics, tous ces écosystèmes-là. Comment vous voyez l'avenir de l'identité digitale de vos clients ? Comment la protéger ? Et surtout, quelle est la manière de l'appréhender en lien avec le paiement ? Alors, pour moi, il y a une question si on pense côté utilisateur de l'identité digitale, déjà c'est confié à des partenaires qui sont des sociétés de confiance, encore une fois. Et pour moi, c'est toute une question éthique. Et donc, je reviens sur beaucoup des points que j'ai évoqués par le passé. L'identité digitale, c'est une question très importante, mais qui est liée à comme la société qui va gérer les données va gérer ces données-là. Et donc, se confier à des partenaires qui font ce travail-là et qui sont à la mesure de vous protéger. Et pour moi, c'est ça, en fait, de ne pas confier à n'importe quel acteur sur les marchés ses propres données. Donc avoir ce contrôle-là. Et justement, lorsqu'on parle d'écosystème et peut-être même de concurrence, j'aimerais bien avoir votre regard sur tout ce qui est le paiement instantané, l'euro digital, donc quand on commence à parler, mais aussi toutes les initiatives comme UPI en Inde ou même PayX au Brésil. Comment vous appréhendez ces petites transformations finalement de votre secteur ? C'est en fait, encore une fois, on les regarde et on sait que l'immédiatie du paiement est très important. Et donc, on y travaille nous aussi. On a fait des acquisitions avec Vocalink. Donc, on a ces infrastructures-là dans plus de 12 pays. Donc, encore une fois, on regarde ce qu'ils font les autres acteurs et on a aussi, nous, des solutions pour répondre à ces besoins-là. Je reviens à mon point sur le choix. Il faut aller vers plus de choix et ça, c'est une option pour payer. Et en fait, il faut pas le voir comme la compétition. Et d'ailleurs, même si c'est une compétition, la compétition est nécessaire pour s'améliorer. Si vous n'avez pas de concurrents dans votre offre, en fait, vous montez pas, vous descendez la qualité. Donc, nous, on a aussi les mêmes fonctionnalités. Et donc, on pense que cette évolution-là, ça va servir des cas d'usage et donc a toute la raison d'exister. Et justement, lorsque vous parlez de concurrence comme Booster, c'est quoi votre positionnement par rapport, par exemple, à cette tendance du Buy Now, Pay Later qui est en train d'exploser véritablement et vis-à-vis de laquelle j'imagine que vous vous positionnez également? Nous avons toute une plateforme et des offres qui vont en fait à répondre encore une fois à ce besoin. Et là, on parle plutôt de consommateurs. Auparavant, quand je vous ai dit que j'ai fait 18 ans chez Mastercard, j'étais responsable des produits pour l'Europe, des core products. Et donc, on a beaucoup étudié les besoins des consommateurs. Donc, cette offre Buy Now Pay Later vient répondre à un besoin qui est très spécifique, qui est le besoin, pas du crédit, qui est le besoin de la flexibilité. Je veux avoir la flexibilité dans la façon dans laquelle je rembourse mes paiements. Je n'ai pas forcément besoin de crédit. Et d'ailleurs, quand vous allez regarder les données d'utilisateurs de Buy Now Pay Later, il y a beaucoup dans la fâche premium. Ce sont des gens qui, normalement, auraient pu s'acheter ce bien-là, la table, la télé, je sais pas, les vacances, mais qui ont préféré, pour des raisons de maîtrise
de budget et de demande de flexibilité. Donc, je le regarde avec, encore une fois, un regard intéressé parce que on va répondre avec ce type de produit-là, on va répondre à un besoin spécifique, tout en protégeant le consommateur et en respectant les règles, qui sont les règles des crédits et tout ça, qui sont imposées dans chaque pays. Donc, je pense qu'il y a, et surtout la Gen Z, la nouvelle génération, fait recours à ces formes de flexibilité très souvent. Donc, je pense d'être un peu monothématique, mais le choix, vous voyez, on revient toujours à ce point-là, ce point de départ. Comme je vais répondre à votre besoin, vous me demandez de la flexibilité, je suis là pour vous offrir, dans le respect des règles et dans la protection de vous en tant que consommateur, de la flexibilité. Offrir les meilleures offres, vous le faites pour les consommateurs, mais ce qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que vous êtes aussi le partenaire des entreprises qui utilisent vos outils de paiement et vous allez être en capacité de les accompagner sur leur propre transformation à l'heure où le paiement n'est pas juste une source de revenus, mais aussi, d'une certaine manière, une source de transformation. Comment ça se passe exactement ? Nous supportons, et c'est une très bonne question, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir toucher ce point-là, parce que nous sommes connus en tant qu'entreprise qui offre des services aux consommateurs, mais nous supportons depuis des années les petites et moyennes entreprises et leur process de digitalisation déjà, parce que en fait c'est quelque chose qui fait partie de notre axe stratégique, en particulier sous la France. On accompagne les TPE et les PME dans leur transformation digitale, pas seulement au moment de payer et être payé, parce qu'en fait une petite et moyenne entreprise paye, mais aussi va recevoir de l'argent. Et donc dans ce process de digitalisation, dans tous les services à valeur ajoutée, comme les services et les besoins qui sont liés à l'embedded finance, donc à la trésorerie, etc. Parce que, en fait, un entrepreneur a des besoins qui sont complètement différents d'un consommateur. Et donc, en tant qu'entrepreneur, peut-être votre premier besoin, c'est la trésorerie, l'accès au capital. Et donc, comment je vais développer certains services qui vont vous accompagner. Et comme vous dites, peut-être cette action-là est moins connue au grand public, mais ça fait partie de notre axe de développement et de support à l'économie, si vous voulez, à l'économie française. Pensez aussi à l'axe du tourisme. Nous travaillons beaucoup sur le tourisme. Paris, elle a la ville la plus visitée au monde. Et au-delà de Paris, la France est un pays magnifique. Et le tourisme, c'est un des axes de richesse du pays. Donc, si nous voulons être un acteur qui supporte l'économie de ce pays-là, et nous accompagnons les petites et moyennes entreprises à se développer dans la digitalisation de ses propres services. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas une vitrine digitale, vous n'existez pas. Et de plus en plus, vous avez cité auparavant le paiement par argent. Imaginez un futur où sont les agents aller chercher les hôtels. Si vous n'êtes pas référencié de quelque part sous la toile, malheureusement, votre business sera moindre par rapport à aujourd'hui. Et si vous n'acceptez pas des paiements digitalisés, encore plus. Alors quand on veut être un acteur local, quand on veut être dans la poche de tous les Français, forcément tôt ou tard on a des questions qui vont se poser, vous l'évoquiez, sur la régulation et comment on va être capable d'être tout simplement compliant vis-à-vis en France et en Europe finalement du RGPD, de DSP2, de DSP3, etc. Comment vous veillez à ce respect ? Bon, j'imagine que vous avez des équipes qui vont travailler sur ça, mais comment vous l'appréhendez de manière un petit peu plus globale ? C'est par défaut. En fait, tout ce que vous venez de dire, c'est le design par défaut. Je dis quelque chose de très intéressant peut-être pour nos auditeurs. Sur la GDPR, vous savez, c'est quelque chose de très européen. Nous, on l'a appliqué à tous nos produits au niveau monde. Donc, on a même exporté quelque chose en dehors de l'Europe, dans des pays où on n'était pas obligatoire. Pourquoi ? Parce que nous pensons que c'était très important, ça faisait sens. Et donc, comme on a créé cette digital by default, on est respect de ces règles-là by default et on l'applique à tous nos produits et à toute notre innovation. Et du coup, quand vous avez des initiatives, on parlait tout à l'heure de l'euro numérique par exemple, quand vous voyez ce type d'initiative, vous les appréhendez comment ? On les regarde, on peut mettre à disposition aussi notre technologie si ça fait du sens. Et voilà, donc on regarde toutes les innovations et encore une fois, je reviens à mon sujet, toutes les idées aussi de la compétition avec
très grand respect, une très forte attention. Et dans le cas de l'euro digital, ça ne change. En fait, le comportement, c'est toujours le même. Nous pourrions aussi être portés à mettre à disposition notre technologie dans le futur. Pourquoi pas? Et en fait, vous vous présentez comme le support de toutes les initiatives innovantes qui pourraient se lancer, Exactement. de la crypto à l'euro, stablecoin ou à tous ces types d'innovations de demain. Tout à fait, que nous utilisons déjà une partie sur notre réseau. Et si on rentre un petit peu dans l'envers du décor, forcément quand on parle de paiement, lorsqu'on parle plus globalement de technologie, on a toujours des questions qui vont se poser sur l'appréhension de l'enjeu écologique, notamment si je pars de la carte plastique, la carte recyclée, j'imagine, jusqu'au calcul de l'empreinte carbone des paiements, j'imagine aussi. Mais j'étais juste curieux de mieux connaître comment vous appréhendez cet enjeu à l'heure de cette accélération technologique. Alors, pour nous, l'axe de l'ESG donc, est très important. Donc, l'axe de la planète, donc tout ce qui est lié à ces sujets-là sont très importants. Encore une fois, donc on a deux aspects que vous devez considérer. Alors, Mastercard, en tant qu'entreprise, nous avons des engagements. Donc, émission zéro avant 2040. Donc ça, c'est ce qui peut faire, et nous l'avons déjà commencé à faire, en travaillant avec nos partenaires pour réduire, et donc aller choisir des partenaires qui vont respecter ces règles-là. Mais ça, c'est plutôt c'est très important, mais c'est ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Mais après, ce que nous voulons faire aussi, en tant que réseau, c'est éduquer et porter ces messages-là aux consommateurs. Et donc, nous avons, sous notre réseau, un calculateur carbone, donc qui dit automatiquement à chaque consommateur en Mastercard, et donc nous travaillons avec nos partenaires pour qu'au travers de notre banque, nous puissions passer le message à nos consommateurs de c'est quoi ton empreinte carbone pour chaque achat, et qu'est-ce que ça va dire, parce que si je te dis 20 tonnes plutôt que 10 tonnes, tu ne sais pas de quoi on parle, donc faire d'abord de l'éducation, te donner des chiffres à côté, et te donner l'envie d'aller faire des choix différents. C'est pas à moi de te dire où aller acheter, c'est pas mon rôle. Mais mon rôle, c'est plutôt de te donner les billes et l'éducation et le niveau de préparation pour aller te dire qu'est-ce que c'est une consommation qui est respectueuse ou pas. Donc le paiement devient finalement, si je résume, un levier vers une consommation potentiellement plus responsable. Absolument. C'est notre objectif. Mais encore une fois, ça doit passer par l'éducation. Parce que, en fait, aujourd'hui, tout doit passer par cet acte d'éducation des consommateurs qui après vont faire les bons choix. Nous avons confiance à nos consommateurs et nous savons que quand nous donnons à ces consommateurs la bonne information, ils vont faire le bon choix. Alors également, puisqu'on parlait d'ESG au sens un petit peu global, j'avais une question sur les enjeux de la diversité. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, et tant mieux. Et je me demandais, par exemple, en France plus spécifiquement, quelles étaient vos actions sur ces sujets-là, et puis aussi par ailleurs sur les questions d'égalité homme-femme, par exemple. Faut pas me chercher sur cette question-là, mais justement, si, je vais vous trouver. Alors, pour ce qui concerne la diversité, c'est vraiment un des piliers stratégiques de Mastercard, et je parlerai de les diversités plus que de la diversité, parce qu'en fait, on traite et on s'occupe de toutes les formes de diversité, mais je pourrais donner quelques exemples concrets, comme ça on rend la conversation plus concrète. Nous avons en fait le salaire égal. Il semble une banalité, et ne l'est pas encore, malheureusement, pour tout le monde. Nous avons appliqué avant tout le reste de l'écosystème français les 16 semaines de congé parental. 16 semaines. En fait, on est parti avec 8, on est passé jusqu'à 16 semaines. Et ces actions-là vont en fait renforcer l'égalité en elle-même. Et vont en fait renforcer la culture de l'égalité. Parce qu'en fait, c'est quoi accepter les diversités, savoir la culture qui va avec. Vous pouvez pas simplement dire à quelqu'un, il faut que tu acceptes de regarder le divers. Ça marche pas, en fait. Il faut des actions concrètes qui vont changer la culture. Et ça, c'est très important chez nous, le respect de l'autre. Et je reviens aussi à l'importance de la diversité, pas simplement comme acte sociétal, déjà, ça suffirait, pour remettre en place des actions, mais comme levier d'innovation. Si vous avez dans la société les mêmes profils, qui ont fait la même école, qui vient dans le même milieu social, vous avez le même résultat, en fait. Et vous regarderez le verre d'eau qui est en face à nous, toujours la même perspective. Ça suffit d'avoir une voix différente à la table, et je vous jure, la discussion
change complètement. Si c'est une voix de femme, encore plus. C'est une blague. Mais non, pour dire, ça change vraiment, ça change l'interaction et ça propulse l'innovation. C'est incroyable d'avoir des gens qui raisonnent différemment, comme ça peut impulser ça. Et ça, encore une fois, c'est un travail long. Ouais, c'est parti il y a plus de 10 ans chez Mastercard, avec l'ancien CEO, Ajay Banga, qui aujourd'hui est président de la Banque mondiale, et qui a impulsé ce changement fondamental. Déjà, nous a transformé d'un réseau de paiement à société technologique, et en plus, nous a vraiment fait naître cette envie d'accueillir le différent. Et donc, oui, les diversités sont très importantes, et l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui tient à cœur à Mastercard et qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que la mixité, encore une fois, c'est un levier économique hyper fort. Et c'est pas seulement un enjeu sociétal de droit. Déjà, nous, les femmes, on a les mêmes droits que les hommes. Et je sais que vous me regardez pour dire, mais c'est une banalité. Et ce n'est pas, encore. Mais si vous prenez ces sujets-là sur les aspects économiques, vous allez voir comme l'économie ira mieux du moment où on aura payé les femmes au même niveau que les hommes. Et plus globalement, quand on vous écoute, ça donne envie de mieux connaître et de aussi savoir comment ça se passe quand on travaille chez Mastercard. Vous avez combien d'employés en France? Et globalement, quelqu'un qui voudrait travailler chez vous, qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors, nous sommes à 162, nous sommes parité hommes-femmes. Nous avons d'ailleurs un index de la parité 96%, le dernier, 2024. Donc déjà, je pense que c'est très intéressant. Et pour qui doivent s'intéresser à nous, encore une fois, c'est une société très très ouverte aux autres, très ouverte, très accueillant, où les gens sont aussi fortement sympathiques, ça c'est important, et où vous pouvez trouver la diversité. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que en fait, pour les candidats, pour les gens qui s'intéressent à nous, c'est intéressant à voir que vous pouvez faire partie de ce monde-là. Par exemple, vous avez une société que de femmes ou que d'hommes, vous sentez, ou que, en fait, je sais pas, d'Italiens ou que des Français. En fait, c'est une société multiculturelle. Ça, c'est fantastique. Moi, je trouve la beauté d'avoir des profils différents, des cultures différentes. Donc, je pense que les gens doivent savoir ça. Et aussi, c'est une société qui est très attentive aux êtres humains. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très important, où le respect est très important, voilà. Et justement, si je tire votre fil, si par exemple vous deviez donner un conseil, je sais pas, tiens, à une jeune femme qui s'intéresse à la tech, à la finance, peut-être même si vous deviez donner un conseil à la jeune femme que vous aviez été avant de vous lancer dans votre carrière professionnelle, ça serait quoi? À doser. Alors déjà, d'être curieuse, parce que aujourd'hui, l'innovation va hyper vite. Et d'être curieuse, aller tester. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais est-ce que les gens l'utilisent vraiment? Commencez déjà à l'utiliser pour voir de quoi il s'agit. Donc la curiosité, pour moi, c'est très important quand on veut travailler dans la tech. Être curieuse et oser aller. Moi, si j'aurais su ça avant, j'aurais fait beaucoup plus de sauts dans le vide. Et je pense que c'est très important, parce que surtout pour les jeunes femmes, de pas se poser des limites. Pas de limites, c'était d'une certaine manière le mot qui a guidé cet échange. Merci beaucoup Barbara Stressa pour cet échange. Ce qui ressort de cette conversation finalement, c'est que le paiement n'est plus une simple commodité. Il est devenu un enjeu stratégique, économique et même politique. La confiance dans la technologie, dans les acteurs, dans la souveraineté de nos outils apparaît comme la condition indispensable pour que ces innovations transforment positivement nos vies. Dans un monde vulnérable, attaqué, fragmenté, c'est peut-être finalement la ressource la plus rare et la plus précieuse. Alors Barbara Stressa, merci encore pour vos éclairages et pour votre confiance. Vous pouvez retrouver sur LinkedIn tous les contenus partagés lors du Forum de l'innovation qui avait lieu le 9 octobre dernier. Et je vous dis à très bientôt pour prolonger cette réflexion, et à bientôt sur FacTech avec de nouveaux invités pour parler innovation technologique en adressant, comme aujourd'hui, leurs dimensions notamment politiques, éthiques, géopolitiques, économiques et philosophiques. Merci de nous avoir écoutés. C'était FacTech, le podcast mensuel qui plonge au cœur des grandes questions technologiques. Si l'épisode vous a plu,
N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme préférée et à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes.